comme pour le renier. Mais après, il est revenu maintenant à la charge pour l'adopter comme une référence, un modèle, en améliorant sa méthode forte pour en faire une méthode cynique infligée au peuple. Et il faut vraiment être proche de lui pour savoir comment il réfléchit. J'ai envie de rentrer dans la tête de Faure Gnassingbé pour savoir comment il réfléchit. Et quand il a des gens, des interlocuteurs, il est le seul à faire des promesses pour juste te mettre en difficulté. Il y a des investisseurs, même il y a des gens à la veille de la formation du gouvernement. Ben, il reçoit des gens, il leur fait des promesses, même des investisseurs, même des jeunes qui vont demander, qui exposent des projets. Parce que tu veux faire un projet pour être influent. Il va te faire 1000 promesses. Il va te dire que d'ici telle personne va t'appeler et tout. Et à la dernière minute, tu ne le retrouves plus. Pour te faire mal. C'est... Comment on appelle ça? Vous passez-moi le mot. Celui qui est content de la douleur, de la souffrance des autres. Sadique. Sadique. Donc il est dans un sadisme où il est fier. Il en est fier. Je vais vous raconter l'histoire de Ayassor. Comment il a limogé Ayassor. Ayassor, quand on était arrivé à le mettre à nu par rapport à sa gestion calamiteuse de la route Lomé-Vaughan-Foin, de sa gestion calamiteuse de la route Tablibo-Tchévier, et ensuite il embêtait tous les ministres. Ayassor disait que je suis le seul ministre qui peut dire non à Faure Gnassingbé. Quand Faure Gnassingbé dit que voilà, allez voir Ayassor, il va vous faire ça, je suis le seul à dire non. Et vous allez retourner à la maison. Les ministres venaient rester à la salle d'attente du ministre Ayassor, ministre de l'économie, pour juste avoir peut-être les bons d'essence qu'il avait mis dans son placard, des centaines comme ça, et qu'il refusait de donner. Tout simplement parce que, pour les embêter. Il y avait des missions où des ministres étaient sur ces missions. Quand on arrive chez Ayassor, il dit, cette mission-là, ça sert à quoi? Et pourquoi tu veux prendre une classe à faire? Il faut prendre une classe go. Et les ministres partaient. Et parfois, il leur promettait jusqu'à la dernière minute, il dit, bon, cette mission ne vaut pas la peine, tu ne vas pas aller. Les ministres étaient en courroux contre Ayassor. Et chacun priait qu'il tombe. Bon, moi j'écrivais des articles, je faisais des investigations. Je suis allé jusque dans son village pour aller découvrir l'information selon laquelle il a enterré la photo de Faure Gnassingbé sous une statue satanique qui est au cœur du village de Défalé, dont j'ai pris la photo. Je suis allé dans les montagnes, je suis allé dans les couloirs de Niamtougou et de Défalé. J'ai passé tout un week-end de vendredi soir jusqu'à dimanche soir pour découvrir tout sur Défalé. Et quand je l'ai bombardé, ce sont ses sœurs qui ont applaudi. Que voilà, enfin on a découvert. Faure Gnassingbé ne nous regarde même plus. Même si nous lui posons, nous faisons des demandes, il nous dit d'aller chez Ayassor et il nous fait baratiner. Et c'est suite à ce scandale-là que Ayassor est tombé. Avant que Ayassor ne tombe, Faure Gnassingbé l'avait invité à la présidence. Ils ont bu, ils ont mangé, et puis il l'a mis en confiance. Et il a appelé entre 19h et 22h. Donc le téléphone d'Ayassor était éteint. Au même moment qu'il était avec lui, il était limogé au journal de 20h. Et quand Ayassor est sorti, il a allumé son téléphone. Il a constaté que plein de gens l'appellent. It's not connected to my printer. It's At all. yeah. This is a different printer. I don't know what printer. I don't know if it's trying to go to my printer. Bertrand, ton micro. I'll try to. You send it to Gmail. Listen, don't worry. He got you. She got me. I know how. You know what? I'll tell you one story. Yeah. I was in Ton micro, Africa. ton micro. Can you imagine? I was in Africa when Vous you pouvez see le my seed, descendre. right? Yeah, this Vous pouvez le descendre That's temporairement. the part. Okay. Yeah, she wanna copy and print it. I told you she got a solution for you. Claudine n'est pas là. It should be the other side, right? The other side. No. The other side. This machine. No, down. Yeah. Voilà. Je l'ai muté. Donc Ayassor est sorti de chez Faure Gnassingbé. Il a allumé son téléphone. Il y avait plein de messages. Des gens l'ont appelé, des gens l'ont dit à courage, monsieur le ministre. Il ne comprenait rien. C'est quand
Après, quelqu'un d'autre l'a appelé avant d'arriver à la maison. On lui a dit que, ben, monsieur, vous n'êtes plus ministre, hein, on vous a destitué. Et c'est maintenant qu'il commence par appeler fois pour savoir ce qui s'est passé. Le monsieur n'a jamais décroché. Il aime bien ça. Il est content de lui avoir fait ce coup-là. C'est ça fort. Je suis en train de donner des exemples. Je ne vais pas faire une analyse psychologique parce que il faut l'étudier. Mais je donne des exemples pour que vous puissiez, ou bien tu puisses toi-même aller racoler tout ça là et voir comment il fonctionne. Et c'est comme cela que Ayasora est tombé. Un autre exemple, Pascal Bodjona. Pascal Bodjona était en voyage avec Ford, je crois, en Chine à l'époque quand les journaux commençaient par tirer sur lui sur l'affaire de l'Émirati, de l'escroquerie internationale. Ford Yassimé savait très bien qu'on tirait sur Pascal, mais il ne donnait pas l'impression qu'il était au courant de tout cela. Et Pascal était stressé, il appelait les journalistes de partout. Pourquoi vous avez écrit ça? Ben, je vais arriver, vous-même vous allez voir tous ceux qui sont derrière ça là, tout ça. Ford était tranquille comme si il était... Alors qu'il était au courant, en tant que président de la République, on lui faisait les rapports. Et justement parce que Pascal Bodjona lui faisait ombrage, il avait saisi cette occasion-là pour le destituer. Et le marathon judiciaire a commencé pour Pascal Bodjona. Il était ministre de l'administration territoriale. Ça a commencé. On le convoquait, tout. Au point où on lui envoie une convocation à répondre devant le juge d'instruction. Pascal se dit, ben, c'est pas possible. Moi, il va chez Ford Yassimbe le soir. Avant d'aller, et le soir, vous voyez, il est allé chez Ford Yassimbe, il lui a annoncé ça. Ford Yassimbe dit demain, avant d'aller là-bas, avant d'aller au tribunal, il n'a qu'à passer le voir, il n'a qu'à venir lui montrer, il va voir celui qui a osé lui faire cette convocation pour répondre devant le tribunal. Mais ça veut dire quoi? Que les gens s'amusent dans ce pays. Le lendemain, avant d'aller au tribunal, Pascal Bodjona est allé chez Ford et il lui a montré la convocation qu'on lui a adressée par le juge d'instruction. Ford Yassimbe a pris la convocation, il a déchiré. Toi, allez, vas-y, on ne va rien te faire. Pascal Bodjona sort tout joyeux. Dès qu'il est sorti, Ford Yassimbe appelle le tribunal, il faut le coller un mandat de dépôt. Et quand il arrive, on lui a dit que, bon, monsieur, on va vous mettre en détention parce que pour faire continuer les enquêtes. Il a dit, c'est pas possible. Il a commencé par appeler Ford Yassimbe, il n'a jamais décroché. Il n'a jamais décroché. Et Pascal Bodjona est allé au Louvre. Voilà un point, hein, c'est un millième de la personnalité de Ford Yassimbe. Son père a toujours dit, Yassimbe Eyadema, j'ai côtoyé certaines personnes qui ont travaillé avec son père, qui aujourd'hui sont en difficulté, sont en disgrâce, parce qu'il lui disait la vérité. Son père a toujours dit de lui que, oh, ben, vous allez voir tout de suite, il n'assume jamais, il va fuir. Il pose des actes, au dernier moment, pour répondre à ces actes, il disparaît. Il s'incline. Il y a des faits que je vais rapporter parce que, au-delà de tout ça, et pour les questions de femmes, il est prêt à tout abandonner, quoi, sur les missions, sur le pouvoir, sur signer les documents importants, les dossiers importants, c'est ça. Donc, il aime bien, et la femme, comme tout le monde le dit, hein, ça c'est vrai, c'est un défaut ou une qualité, je ne sais pas ce que c'est. Et il est arrivé un moment où il est envoyé en une mission importante de son père, de Yassimbe Eyadema, qui lui avait dit, va avec telle personne accomplir cette mission, qui était stratégique parce qu'Eyadema était menacé, il se disait, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Malheureusement, ils n'étaient pas à ce rendez-vous. Ils ont pris l'avion, ils sont passés à Paris, ils sont allés à Washington, mais après, pour certaines rencontres stratégiques, il n'a pas répondu à l'appel. Et quand le moment du compte rendu est arrivé au niveau de la présidence, Yassimbe Eyadema a appelé pour dire que bon, faites-moi le compte rendu. Et le monsieur qui était malin a dit, ah, on est allé à la mission, hein, mais comme moi je ne comprends pas anglais, et c'est une mission dans un pays anglophone,
aux États-Unis. Donc, il faut appeler Frère Gnassingbé pour qu'il te fasse le compte rendu, comme pour l'embêter. Et on commence par appeler à l'époque le ministre, Frère Gnassingbé, il n'a jamais répondu. Et le président dit que ben, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Dis-moi ce qui s'est passé. Il n'assume jamais, il a dû encore faire quelque chose et puis il a en train de fêter. Donc voilà un peu la psychologie du président du conseil, Frère Gnassingbé. Et au-delà de la psychologie, il faut faire la lecture astrologique. Il est Gémeaux, hein? Le Gémeaux, c'est sortir de situation. Il arrive à la limite de la chute, mais il a trouvé les moyens de sortir de situation. Est-ce que vous pouvez imaginer que malgré tout ce que Donald Trump a traversé, les redressements fiscaux, les histoires d'attouchement et avec des femmes, tout ça, le monsieur, il est sorti, il est élu président. Malgré tout. On dirait même que c'est l'ouragan qui nourrit la force du Gémeaux. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas superstitieux, j'ouvre une parenthèse sur l'astrologie. Les Gémeaux. Pardon, monsieur Carlos, je suis Gémeaux, hein, donc nous sommes serpents comme ça, dragons à la fois. Oui. Les deux extrêmes. Extrêmement bon, extrêmement mauvais. C'est les deux extrêmes. Et les Gémeaux arrivent toujours à sortir de situation. Je vous ai dit, toutes les attaques que vous infligez à Fabre, Jean-Pierre Fabre, il est toujours debout. Il est insensible. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas le plan B. Et il s'est traqué ses ennemis, c'est comme ça. Il s'est traqué, Donald Trump, il le fait. Tout le monde, il faut un peu voir tous ceux qui sont dans votre entourage, qui sont nés entre le 22 mai et le 21 juin, des Gémeaux. Vous allez voir un peu leur psychologie. Ça, c'est une parenthèse, parce que je ne veux pas faire... Donc, les gars, en bas, là, il faut avoir peur de moi, hein. Je suis Gémeaux aussi, hein. Tu vas être Gémeaux devant qui? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai juste voulu donner des exemples. Oui. Il y en a plein, parce que il m'arrive de passer 5 heures de temps à écouter les contes, les légendes, les histoires, et les faits et gestes des arcanes du pouvoir au Togo, au centre desquels se trouve Frère Gnassingbé. Merci. Il y a beaucoup d'informations que nous avons, mais c'est vrai qu'on ne va pas tout détailler, tout dire ici. Nous sommes dans un live de texte et que on l'appelle les académies populaires, on va dire tout. Aujourd'hui, on a parlé un peu politique, c'est Mérite qui nous a amenés sur le terrain politique. Désolé. Merci beaucoup. Quelque chose, et c'est toujours bien pour moi de partager ces expériences. Merci beaucoup, Monsieur Carlos, pour cette question. Sincèrement, c'est très bien fouillé la réponse et c'est au-delà même de mes attentes parce que, au moins, avec cette question sur ce côté mutique et maladivement très taciturne de Monsieur Frère Gnassingbé, vous avez réussi à relever aussi le côté, du moins très très mauvais, très très bon de Monsieur Frère Gnassingbé. Et c'est d'ailleurs ce que Monsieur Jean-Paul Agbo a dit dans son livre là, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, Une démocratie en construction. À la page 96, Monsieur Jean-Paul Agbo disait que le jour où Monsieur Bacha avait été arrêté, paraît-il qu'on l'avait conduit chez Frère Gnassingbé. Et arrivé dans le bureau où Frère Gnassingbé était assis, apparemment sur la table, il y avait une Bible et un pistolet. Je ne sais pas si je suis sûr que vous connaissez peut-être cette anecdote, mais bon, paraît-il qu'il y avait un pistolet et une Bible sur la table, comme pour dire que le pistolet pour symboliser la force publique qui reste de son côté, la Bible pour manifester sa foi inébranlable en Dieu. Sincèrement, c'est une visualisation d'une personne qui m'a beaucoup expliqué et justifié tout du cynisme et du froid qu'incarne ce personnage-là à la tête de cet État. Bon, merci pour votre réponse. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Il observe, je crois,